pathogène pour l'homme. Quoi qu'il en soit, la réalité de ce syndrome amène à considérer officiellement le sida comme la maladie du siècle qui a révélé les dysfonctionnements de nos sociétés. La vaccinologie apparaît de plus en plus comme l'un de ces dysfonctionnements, parmi les plus graves. Nous ne ferons que citer les virus des fièvres hémorragiques, du type Ebola, car ils n'ont encore aucune incidence en Occident. Nous devons toutefois signaler leur virulence extrême, leur variabilité génétique, probablement identique à celle du VIH, leur possible aérosolisation, entre parenthèses, transmission aérienne comme pour le virus grippal, et nous inquiéter du devenir d'une population fortement immunodéprimée le jour où ils sortiront pour de bon des forêts africaines. On ignore la nature du vecteur animal. Bien que minimisé par les responsables sanitaires afin de ne pas créer l'affolement, ce type de scénario est plausible et n'a échappé ni aux réalisateurs de films catastrophes, ni aux auteurs de thrillers scientifiques. Le cas des prions est encore plus significatif des bouleversements qui secouent notre époque. Des bovins nourris avec des farines de viande risquent de transmettre de mystérieux agents infectieux non conventionnels, présumés responsables d'une forme nouvelle d'encéphalopathie spongiforme humaine, incurable et incontrôlable par un vaccin. L'important ici est l'aspect non conventionnel de la protéine infectieuse, qui à mon sens peut être à l'origine de l'effondrement définitif des théories pasteuriennes. En effet, les biologistes sont confrontés à une totale carence conceptuelle, du moins tant que l'explication est recherchée à l'intérieur du dogme en vigueur. Les prions émergent au moment précis où la collusion de la médecine avec la politique, l'économie et la justice est éclairée et dénoncée par plusieurs affaires impossibles à étouffer. Le bon peuple commence à avoir du mal à avaler les couleuvres, se souvenant sans doute que du sang contaminé par un virus jugé mortel fut utilisé consciemment pour liquider des stocks. La pilule aurait pu passer, car cela ne concernait encore que les autres, des sujets déjà bien malades, ou des hors-normes, des marginaux et des exclus. Par contre, la maladie des vaches folles risque de toucher l'ensemble des carnivores humains si l'on en croit la thèse officielle de la contagion alimentaire du bovin à l'homme. Des bovins nourris avec de la viande, c'est assez surprenant, car même le bon peuple sait que les vaches sont herbivores. Le choc est suffisant pour induire la méfiance, même si on ignore que les mêmes bovins sont traités largement avec de redoutables poisons nerveux, comme les organophosphorés, dans le but d'éradiquer le varron, un parasite tout à fait inoffensif. Plus récemment, nouvelle secousse, les multinationales tentent de nous contraindre à ingurgiter des aliments génétiquement modifiés, des animaux clones ou des vaccins recombinés. Une gigantesque campagne de presse financée par l'industrie, soutenue par les ministères, basée sur quelques mensonges, entre parenthèses transmission par la salive, et des statistiques un peu truquées, le nombre avancé d'hépatites foudroyantes n'est pas national mais mondial, et cette forme clinique ne concerne en Europe que des sujets déjà très affaiblis, comme par exemple les polydialysés et les polytransfusés. Tente d'imposer par la peur une vaccination supplémentaire en utilisant des techniques psychologiques intolérables. Malheureusement, des effets secondaires dramatiques apparaissent très tôt chez des enfants jusqu'alors en bonne santé, et il devient difficile de nier la relation de cause à effet. De fait, une partie du corps médical, soutenue par la presse indépendante, réagit et demande un moratoire, un arrêt immédiat des inoculations. Et même si tous les signataires de pétitions sont aussitôt désignés comme de dangereux sectaires, il est trop tard, la confiance est érodée, nous sommes devenus réfractaires aux anesthésies verbales des responsables. Comment avons-nous pu en arriver là ? Cette médecine essoufflée est aujourd'hui confrontée à d'autres médecines, récemment baptisées non conventionnelles comme les prions, et qui connaissent un engouement extraordinaire de la part du public. Cet attrait pour tous les discours alternatifs est facilité par la perte de confiance suite à cette longue série de scandales dont l'hépatite B constitue l'apothéose et, nous l'espérons, le bouquet final. Confronté à de multiples exactions, le vulgum pecus devient plus réceptif à d'autres arguments que ceux proférés par les officiels,
soudain entaché de mensonges et d'une sordide duplicité. Tous ceux qui depuis longtemps cherchent à promouvoir une autre vision du monde peuvent profiter de cette brèche, à condition toutefois de générer la confiance, de revivifier la sympathie de l'être envers lui-même et envers son environnement naturel, à condition surtout d'éviter de faire naître de nouvelles peurs. Selon Rudolf Steiner, le matérialisme moderne est né de la peur. Et les êtres qui ont peur sont d'involontaires tyrans, des fanatiques de l'ordre, obnubilés par l'idée de devoir éduquer, discipliner les hommes et les choses qui les entourent, de devoir à chaque instant en garder le contrôle et la vue d'ensemble. Ce peut être le cas des promoteurs de la vaccination, du transgénisme ou du nucléaire, mais aussi parfois de ceux qui s'y opposent. Ne pas vacciner est dangereux, disent les uns. Vacciner est dangereux, répondent les autres. À tous les guides et grands tribuns de part et d'autre des barricades, qui dénoncent et fustigent les erreurs d'autrui, et à tous ceux qui les écoutent, je dirais tout d'abord ceci. Informer recèle un redoutable danger. La place d'un acteur conscient dans un monde en crise est toujours inconfortable. Survivre au quotidien nécessite un consensus, un certain nombre de certitudes fonctionnelles communes à tous les membres du troupeau. Si une crise grave survient, il faut couper des amarres, accepter de prendre le large. Pour celui qui guide, il faut avant tout savoir rassurer, et pour cela, vaincre sa propre peur. Celui qui cherche à dénoncer et réparer les erreurs des autres doit commencer par celles dont il est lui-même porteur. Nous sommes tous responsables des errements qui aujourd'hui nous révoltent et nous terrorisent. Parler est bien, mais il faut avant tout savoir écouter les individus qui forment cette entité que l'on nomme le public, percevoir les culpabilités et les angoisses, pour si possible les dissoudre au lieu de les décupler par d'autres culpabilisations, d'autres angoisses, de nouveaux conflits à propos des enfants ou des animaux familiers que la plupart des adultes croient sincèrement protégés avec des remèdes et des vaccins. Jusqu'au moment où ils sont confrontés à un discours inverse, proféré par des personnes dignes de foi, car c'est bien de foi qu'il s'agit, face à un débat scientifique obscur et contradictoire. À la peur justifiée ou non de la maladie infectieuse, notre société opposait jusqu'ici l'objet magique, l'antibiotique ou le vaccin miraculeux dont on ne doit pas négliger le caractère rassurant pour les utilisateurs. Si antibiotiques et vaccins sont déclarés nocifs par une contre-information bien intentionnée, ils génèrent à leur tour de la peur, laquelle vient s'ajouter à celle des microbes. L'antithèse est souvent convaincante, mais est-elle rassurante? Toute remise en question d'un acquis, considéré jusqu'alors immuable, engendre une ambiance d'insécurité et corrélativement de nouvelles peurs. En fait, une mortelle angoisse comme celle qui paralyse le monde moderne, malgré tous les progrès et les promesses d'une technocratie qui multiplie les manœuvres et donc les névroses sécuritaires. Que devient la peur lorsque d'insistantes rumeurs insinuent que nos barrières sécuritaires, ici les vaccins, pourraient être responsables de ces nouvelles maladies qui nous affligent? La rumeur perçue, nos carapaces volent en éclats et la peur s'amplifie jusqu'à la démesure, nous contraignant à une douloureuse rétractation dans la fuite de tout contact. Je pense à toutes les mères qui craquent face aux obligations légales, soutenues par les diatribes culpabilisantes des médecins, mais qui ne peuvent plus éviter de voir le poison dans la seringue du vaccinateur. Le dilemme est alors déchirant, insupportable, et ce conflit intérieur, ressassé dans la solitude, peut générer des états pathologiques plus graves que ceux attribués à tort ou à raison aux microbes ou aux vaccins. L'équilibre est rompu, il n'y a plus d'issue. Si l'immunité de l'enfant est intimement liée à celle de sa mère, de quelle vibration le nourrisson va-t-il bénéficier si celle-ci est terrorisée? Si les vaccins ont un seul mérite, c'est justement de soulager l'angoisse de celui qui les subit ou les fait subir à ses proches. Le problème non résolu de la peur débouche forcément sur son mauvais usage, son exacerbation dans le but d'acquérir un pouvoir et surtout de vendre très cher les antidotes. C'est cette peur qui, bien plus que le microbe, est redoutablement contagieuse et pathogène. Si la médecine universitaire crée et entretient l'anxiété, en agitant en permanence l'épouvantail terrifiant de la maladie,
Il est certainement aberrant et stérile de se contenter d'agiter en face celui des vaccins, dans un sordide rapport de force à qui terrorisera le plus.